Le jour où mon gendre a posé cette question m'a glacé le sang, pas à cause de ce qu'il demandait, mais à cause du sourire qu'il avait en le faisant. Ce sourire que je connais maintenant par cœur. Celui d'un homme qui croit avoir déjà gagné. Je m'appelle Hélène, j'ai 71 ans. Veuve depuis 3 ans, depuis que mon mari Bernard a été emporté par une crise cardiaque un matin de janvier, sans prévenir, sans nous laisser le temps de nous préparer. Nous avions été mariés pendant 44 ans. 44 ans à construire quelque chose ensemble, à transformer une vieille ferme bourguignonne en un lieu vivant, chaleureux, chargé d'histoire. Cette ferme, c'était notre œuvre commune. Bernard y avait passé les meilleures années de sa vie, moi aussi. Après sa mort, ma fille Isabelle m'a proposé de venir habiter avec elle et son mari Frédéric dans leur maison de Dijon. J'ai refusé. Pas par orgueil, mais parce que je savais que la ferme était le seul endroit où je pouvais continuer à sentir la présence de Bernard. Dans les murs, dans le jardin, dans l'odeur du vieux bois le matin. Je n'étais pas prête à abandonner tout ça. Mon autre enfant, mon fils Mathieu, vit à Lyon avec sa femme Sonia et leurs 3 enfants. Mathieu est un homme doux, attentionné, un peu trop influençable peut être. Il me téléphone chaque dimanche sans faute. Sonia, elle, m'envoie des messages polis aux anniversaires et aux fêtes. Des messages parfaits, sans une faute, sans une once de chaleur. Pendant les premiers mois après la mort de Bernard, Sonia passait régulièrement. Elle apportait des plats cuisinés, proposait de l'aide pour les démarches administratives. Je lui en étais reconnaissante. Je me disais que j'avais eu de la chance avec mes belles enfants. Isabelle était adorable. Et Sonia, même si elle manquait de spontanéité, semblait avoir bon fond. Ce jeudi d'avril, j'étais revenue plus tôt que prévu de chez ma voisine Geneviève. Nous devions tricoter ensemble l'après-midi, mais elle avait eu un malaise léger et je n'avais pas voulu la fatiguer. En remontant l'allée de gravier devant la ferme, j'ai vu la voiture de Sonia garée près du portail. Rien d'inhabituel. Elle passait parfois en semaine quand Mathieu était au bureau. J'ai poussé la porte d'entrée doucement, sans claquer, comme j'en avais l'habitude. La maison semblait calme. Et puis j'ai entendu la voix de Sonia dans la cuisine. Elle parlait fort, avec cette tonalité tranchante qu'elle ne montrait jamais en ma présence. « Non, mais tu ne te rends pas compte de la chance qu'on a. Cette ferme vaut facilement 600 000 €, peut être plus avec les terres, et elle est là à se laisser dépérir dedans. » Je me suis figée dans l'entrée. Elle n'est pas éternelle. Et Mathieu est fils unique de son côté. Isabelle a son propre mari, sa propre maison. C'est à nous que ça reviendra. Mais, à condition qu'on joue bien nos cartes maintenant. Il y avait une pause. Elle était au téléphone. Exactement. Si elle vend maintenant et qu'on l'aide à placer l'argent correctement, on peut s'assurer que la succession se passe sans complications. J'ai déjà parlé à un conseiller. Il faut juste qu'elle fasse confiance à Mathieu pour gérer. Tu comprends? Elle l'écoutera lui. Elle a toujours tout fait pour lui. Mon cœur battait si fort que j'avais peur de faire tomber quelque chose. J'ai retenu ma respiration. La vieille maison de Geneviève a été vendue l'année dernière pour 400 000 et elle était dans un état lamentable comparé à celle-ci. Avec les rénovations que Bernard a faites, on peut espérer bien au-dessus. Mathieu ne réalise pas encore. Mais il réalisera. J'ai entendu ses pas se rapprocher du couloir. Je suis sortie sans bruit par la porte que je venais d'entrer et je suis restée quelques instants appuyée contre le mur extérieur, dans l'air frais du printemps. Mes mains tremblaient. Ce n'était pas la trahison en elle-même qui me brisait. C'était la précision du calcul. Le conseiller déjà contacté, les prix comparatifs déjà étudiés, la stratégie déjà pensée. Pendant combien de temps Sonia avait-elle préparé ça dans l'ombre, en souriant, en apportant ses plats cuisinés, en m'embrassant sur les 2 joues? Je suis rentrée par la porte du jardin, faisant semblant d'arriver de dehors. Sonia était dans la cuisine, son téléphone rangé, un sourire impeccable aux lèvres. « Hélène, vous rentrez déjà? Geneviève allait bien? Un petit malaise, rien de grave. C'est gentil d'être passé. Je voulais juste m'assurer que tout allait bien ici. Vous savez, Mathieu et moi, nous pensons beaucoup à vous. » Je l'ai regardé. Ce même visage que je croyais connaître, ces mêmes yeux qui ne trahissaient rien. J'ai souri à mon tour. Je sais. Vous êtes très attentionnés tous les deux. Ce soir-là, après son départ, je me suis assise dans le fauteuil de Bernard, celui qu'il ne voulait laisser à personne. J'ai regardé les poutres du plafond qu'il avait rénovées de ses propres mains en 1987. Le carrelage que nous avions choisi ensemble dans une brocante de Beaune, nos photos, sur le buffet, notre mariage, la naissance de Mathieu, Isabelle à 6 ans sur le tracteur du voisin,
Combien de fois avais-je vu Sonia parcourir cette pièce du regard avec une expression difficile à nommer? Combien de fois avait-elle demandé, l'air de rien, combien valait telle ou telle pièce de mobilier ancien? Combien de fois avait-elle suggéré, avec beaucoup de douceur, qu'une femme de mon âge serait peu, être mieux dans un appartement en ville, avec tout le confort moderne? J'avais interprété ça comme de la sollicitude. Je comprenais maintenant que c'était de la prospection. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, je ne pleurais pas. Je réfléchissais. Il y avait quelque chose d'étrange dans la douleur que je ressentais. Elle ne m'écrasait pas. Elle me redressait. Comme si une partie de moi attendait depuis longtemps une raison suffisante pour agir, pour décider, pour ne plus simplement subir le deuil et l'inertie qui l'accompagnent. Bernard aurait dit que j'avais besoin d'un projet. Il avait toujours su ça de moi. Sans projet, je m'effaçais. Avec un projet, je devenais moi-même. Cette nuit-là, un projet a commencé à prendre forme. Les semaines suivantes, j'ai observé, avec une attention nouvelle, presque clinique. Chaque visite de Sonia était une leçon. Elle posait des questions sur mes finances avec une habileté remarquable, toujours enveloppée dans une apparente préoccupation pour mon bien-être. Elle mentionnait des résidences pour seniors, vraiment bien faites maintenant, montrait des articles sur les avantages fiscaux de la donation-partage. Lors du repas de Pâques, elle a même glissé, entre le fromage et le dessert, qu'une de ses collègues avait aidé sa mère à vendre sa maison de campagne et que ça s'était merveilleusement bien passé. Mathieu, lui, ne disait rien. Ou plutôt, il répétait ce que Sonia lui avait soufflé, avec sa bonne foi habituelle, croyant sincèrement que c'était pour mon bien. « Maman, la ferme demande beaucoup d'entretien. Tu n'es plus toute jeune. » Ou encore, « Papa aurait voulu que tu te facilites la vie. » Bernard aurait voulu. Cette phrase, Sonia l'avait introduite dans le vocabulaire de mon fils comme un virus silencieux. Un matin de mai, je me suis réveillée avec une clarté totale. J'ai appelé ma fille Isabelle. Isabelle est avocate à Dijon. Elle a son caractère, parfois têtu, souvent direct, toujours honnête. Quand je lui ai tout raconté, le téléphone de Sonia, les allusions répétées, le conseiller déjà contacté, il y a eu un long silence de l'autre côté. « Maman, tu en es certaine ?»« Je n'invente rien, Isabelle. » J'ai entendu ses propres mots. Nouveau silence. Et Mathieu ? Il est manipulé. Il croit vraiment faire ce qui est bien, mais il fait ce que Sonia lui dit de faire. D'accord. Sa voix avait changé. Elle était devenue cette voix qu'elle prenait au tribunal, j'en étais sûre. On va s'en occuper, mais on va le faire bien. C'est Isabelle qui m'a parlé de la fondation. Elle avait travaillé quelques années plus tôt sur un dossier impliquant une structure similaire dans la région. Une fondation reconnue d'utilité publique pouvait recevoir des biens immobiliers par donation et les affecter à un projet précis, défini par le donateur. Avec les bons conseils, c'était une manière légale, solide et définitive de décider soi-même de ce que devenait son patrimoine, sans que personne puisse le contester après. « Tu sais ce que tu veux faire de la ferme, maman ?» J'ai regardé par la fenêtre, le jardin que Bernard avait aménagé. Les rosiers qu'il taillait chaque automne avec une minutie que je trouvais excessive et que je regrettais maintenant de ne pas avoir davantage admirée. La grange reconvertie en atelier que nous n'avions jamais terminée. Oui ? Je crois que je sais. Depuis plusieurs années, je m'étais impliquée dans une association locale, les Ailes du Possible, qui accompagnait des enfants placés sous protection de l'enfance. Des enfants sans famille stable, souvent ballottés d'une famille d'accueil à l'autre, qui n'avaient jamais connu ce que c'est qu'un endroit où on revient toujours. Un endroit qui vous appartient, une maison. L'idée m'est venue comme une évidence. La ferme pouvait devenir ça. Un lieu de vie permanent pour des jeunes sortant du système de placement, C10 à 8 à 25 ans, que les services sociaux appellent les grands oubliés. Trop vieux pour être protégés, pas encore assez armés pour être vraiment autonomes. Ils se retrouvaient souvent à la rue, sans repères, sans filet. La ferme avait 4 chambres, une grande cuisine, une grange qui pouvait devenir un espace de travail ou d'atelier. Les terres pouvaient être exploitées en maraîchage. Avec une gestion associative sérieuse, c'était un projet viable. Beau. Même. J'ai pris rendez-vous avec Maître Renard, le notaire de la famille depuis que Bernard et moi avions acheté la ferme en 1979. Un homme discret, méticuleux, à qui je faisais entièrement confiance. « Hélène, vous souhaitez donc créer une fondation et lui transférer la propriété ? Je veux m'assurer que cette ferme reste ce qu'elle a toujours été. Un endroit où on construit quelque chose.
Il a hoché la tête. Il connaissait l'histoire de cette maison. Il avait rédigé le testament de Bernard. Il savait ce que cet endroit représentait. Nous avons travaillé ensemble pendant 2 mois. La fondation Les Racines Vives a été créée officiellement en juin. En parallèle, j'avais contacté la directrice de l'association Les Ailes du Possible, Nathalie, une femme remarquable que je connaissais depuis des années et en qui j'avais une confiance totale. Elle rejoignait le conseil d'administration de la fondation. Des travaux d'adaptation seraient nécessaires pour mettre la grange aux normes et aménager les espaces communs. Le devis était réalisable avec le produit d'une petite partie des terres agricoles attenantes, que j'avais accepté de vendre séparément à un agriculteur voisin pour financer les travaux. Pendant tout ce temps, j'ai continué à recevoir Sonia et Mathieu comme si de rien n'était. J'ai souri à ses suggestions, acquiescé à ses remarques sur le poids d'une grande propriété pour une femme seule. Une fois, elle m'a apporté une brochure d'un promoteur immobilier spécialisé dans le rachat de propriétés rurales. Juste pour avoir une idée des prix du marché, Hélène. Ça n'engage à rien. J'ai feuilleté la brochure avec un intérêt studieux. C'est très intéressant. Je vais y réfléchir sérieusement. Son regard a brillé. C'est à ce moment précis que j'ai compris qu'elle était certaine d'avoir gagné. Mathieu est venu me voir seul un dimanche de septembre. Il avait ce visage des mauvaises nouvelles qu'il avait eu enfant quand il avait quelque chose de difficile à me dire. « Maman, Sonia et moi, nous pensons vraiment que tu devrais envisager de vendre. Pas parce que nous avons besoin de quoi que ce soit, mais pour toi, pour ta sécurité. Et toi, Mathieu, que penses-tu de cette maison ?» Il a regardé autour de lui. La cuisine où il avait appris à faire du pain avec son père. Le couloir où ses dessins d'enfants étaient encore encadrés. L'escalier dont il connaissait chaque craquement. « C'est la maison de papa. C'est aussi la tienne. » Il n'a pas répondu. Sonia lui avait appris à ne pas trop s'attacher à ce genre de sentiments. Ça complique les décisions patrimoniales. Si je te disais que j'y réfléchis sérieusement, son visage s'est détendu. « Vraiment, maman ? Vraiment ? J'ai même pris rendez-vous chez Maître Renard. Il est rentré à Lyon ce soir-là avec, j'en suis sûre, le sentiment d'avoir accompli quelque chose. Décembre est arrivé. La fondation était officiellement enregistrée. Les premiers travaux de la grange avaient commencé. Nathalie avait déjà identifié les 6 premiers jeunes qui pourraient intégrer le lieu au printemps. Des jeunes que ses équipes accompagnaient depuis des mois, et pour qui cette transition représentait une chance rare. J'avais aussi acheté un petit appartement de 2 pièces à Beaune, à 20 minutes de la ferme. Assez grand pour moi, assez proche pour que je continue à m'impliquer dans le projet quotidiennement. Assez loin pour que la ferme puisse devenir vraiment leur maison, pas la mienne. Le dimanche avant Noël, j'ai invité toute la famille. Mathieu, Sonia, leurs 3 enfants, Isabelle et son mari Philippe. Nous étions 12 autour de la grande table, comme au temps de Bernard. Après le dessert, j'ai demandé le silence. J'ai une annonce à vous faire. J'ai pris ma décision concernant la ferme. Sonia s'est redressée imperceptiblement. Ses doigts ont lâché sa cuillère à café. J'ai décidé de vendre. Mathieu a posé sa main sur la mienne. Sonia a croisé les bras avec un sourire retenu, le genre de sourire qu'on fait quand on essaie de ne pas paraître trop soulagé. « Maman, c'est vraiment la bonne décision », a dit mon fils doucement. Et j'ai également décidé à qui. Silence. La ferme a été transférée à la fondation Les Racines Vives, que j'ai créée il y a 6 mois avec Maître Renard. Elle deviendra un lieu de vie pour des jeunes adultes sortant du placement familial. Des jeunes qui n'ont jamais eu de maison à eux. La cuillère de Sonia a fait un petit bruit en touchant la soucoupe. « Pardon ?» Sa voix était parfaitement contrôlée. Presque. La fondation est reconnue d'utilité publique depuis le mois de juin. Le transfert de propriété a été signé la semaine dernière. La ferme appartient désormais aux Racines Vives. Mathieu me regardait comme si je parlais une langue étrangère. « Maman !» Mais l'argent ? Les terres agricoles ont été vendues séparément pour financer les travaux. Le reste, j'ai ce qu'il me faut. J'ai acheté un appartement à Beaune. Un silence s'est installé, épais, presque palpable. C'est Sonia qui a parlé la première. Elle avait retrouvé son registre habituel, celui de la raison et du bon sens, mais quelque chose dans sa voix avait changé. Une fissure, petite mais bien là. « Hélène, je comprends que ce soit une décision émotionnelle, mais avez-vous vraiment mesuré les conséquences ? Cette maison représente des années d'économie, c'est le patrimoine familial. Les enfants. J'ai regardé mes 3 petits-enfants qui ne comprenaient pas bien ce qui se passait mais sentaient la tension. Mes petits-enfants auront de moi ce que j'ai envie de leur transmettre. Des valeurs, du temps, de la présence. Pas une maison que certains attendaient comme un héritage.
Le masque de Sonia a glissé d'1 centimètre. Ses yeux m'ont regardé différemment. Pour la première fois depuis longtemps, elle me voyait vraiment. « Mathieu, je t'aime. » Ma voix était calme. « Mais j'ai entendu les conversations que tu n'étais pas censé me tenir. J'ai vu comment certains regardaient ces murs. Pas avec de l'amour, avec de l'appétit. Et j'ai décidé que cette maison ne serait jamais une monnaie d'échange. » Mon fils s'est levé et sorti dans le jardin. Isabelle l'a suivi. Sonia est restée à table. Elle ne pleurait pas. Elle était trop orgueilleuse pour ça. Mais quelque chose s'était effondré dans ses épaules. Cette posture d'assurance perpétuelle qu'elle portait comme une armure. Après un long silence, elle a dit, presque pour elle-même, « Je croyais que vous ne voyiez rien. Je suis vieille, Sonia. Pas aveugle. » Elle n'a plus rien ajouté. Dans le jardin, j'ai entendu la voix d'Isabelle parler à son frère. Pas les mots, juste le ton. Patient, ferme, fraternel. Isabelle avait toujours su comment parler à Mathieu. Les mois ont passé. Je vous écris depuis mon appartement de Beaune, par une matinée de printemps où le soleil entre par les fenêtres comme une promesse tenue. Les racines vives ont ouvert leurs portes en mars. 6 jeunes adultes, 4 filles et 2 garçons, entre 10 à 8 et 23 ans. Ils s'appellent Yanis, Camille, Océane, Mehdi, Lucie et Tom. Chacun arrive avec ses blessures, ses méfiances, ses espoirs mal rangés. Chacun arrive sans avoir connu longtemps un endroit où poser ses affaires et savoir qu'elles seront encore là le lendemain. Nathalie coordonne l'ensemble avec une compétence que je lui envie parfois. Il y a 2 éducateurs spécialisés à plein temps, une psychologue 2 jours par semaine et des intervenants bénévoles pour les ateliers. Le potager que Bernard avait commencé et jamais vraiment terminé est maintenant entre les mains de Mehdi, qui a un don naturel pour ça. Camille a transformé la grange en atelier de sérigraphie. Lucie fait chaque matin le pain pour tout le monde. Je passe 2 à 3 matinées par semaine à la ferme. Je ne suis pas leur tutrice, pas leur directrice. Je suis la dame qui était là avant, celle qui connaît chaque recoin de la maison, celle à qui on peut poser des questions sans protocole. Yanis m'a demandé un jour comment fonctionnait le vieux poêle à bois. Je lui ai expliqué, et on a passé 1 heure à parler de son enfance dans les Vosges, de la maison de ses grands-parents, de ce que ça fait de perdre un endroit qui vous ressemble. Ces moments-là valent tous les euros du monde. Concernant Mathieu, les choses se sont reconstruites lentement. Il est venu me voir seul en février, sans Sonia. Il avait ce visage de la honte tranquille, celle qui a mûri et qui ne demande plus à être pardonnée mais seulement à être compris. J'aurais dû t'écouter. J'aurais dû voir ce que je ne voulais pas voir. Tu as laissé quelqu'un te raconter ce que tu voulais croire. C'est humain, Mathieu. Tu aurais pu me le dire directement. J'ai réfléchi. Si je te l'avais dit directement, tu n'aurais pas cru. Tu aurais défendu Sonia. Il fallait que tu arrives toi-même à cette conclusion. Il a regardé ses mains un moment. Elle a été très affectée. Je l'imagine. Elle dit que tu l'as humiliée devant toute la famille. Je lui ai dit ce que j'avais entendu de sa propre bouche. Ce n'est pas moi qui ai choisi ces mots. Un nouveau silence. Puis, est-ce qu'on peut recommencer? J'ai pris sa main. On recommence depuis ce soir. Mathieu vient maintenant seul. Ou avec les enfants. Mes petits-enfants ont visité la ferme au mois d'avril. Mon petit-fils Théo a aidé Mehdi dans le potager pendant 2 heures et est rentré à Lyon avec les mains sales et un sourire jusqu'aux oreilles. Ma petite-fille Chloé a appris à faire une impression en sérigraphie avec Camille et a décidé qu'elle voulait être artiste. Ces retrouvailles me réchauffent le cœur. La famille se reconstruit, différemment, sur des bases plus vraies. Sonia, elle, reste à distance. Mathieu ne m'en dit pas grand-chose et je ne lui demande pas. Je ne lui souhaite pas de mal. Je lui souhaite surtout de comprendre un jour que les maisons ne valent rien quand on n'a rien à y mettre que de la propriété. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre. Pas un email, une lettre écrite à la main, sur du papier ligné comme on utilise les écoliers. C'était Yanis. Il m'écrivait pour me dire qu'il avait trouvé un emploi en CDI dans une menuiserie à Nuit-Saint-Georges. Que c'était la première fois de sa vie qu'il avait l'impression que quelque chose durait. Que la ferme lui avait appris ça. Que Bernard avait l'air d'un homme bien, d'après ce qu'il voyait dans les photos que j'avais laissées accrochées dans le couloir. J'ai plié la lettre. Je l'ai glissée dans la poche de mon cardigan. Depuis, je la garde là. Bernard aurait aimé Yanis. Il aurait aimé tous ces jeunes. Il aurait trouvé une manière de leur enseigner quelque chose sans qu'ils s'en rendent compte. Comme il le faisait toujours. Hier, en passant devant le vieux fauteuil qu'il avait installé sous le tilleul du jardin, j'ai vu Lucie assise dessus, un livre sur les genoux, les yeux fermés dans la lumière de l'après-midi. Elle ne savait pas que c'était son fauteuil.
Elle savait juste que c'était le meilleur endroit pour s'asseoir. J'ai pensé que c'était exactement ça, une maison, pas un actif, pas un patrimoine, un endroit où des inconnus peuvent s'asseoir dans votre fauteuil sans le savoir et se sentir bien quand même. À 71 ans, j'ai appris que laisser partir ce qu'on aime n'est pas une perte. C'est la forme la plus exigeante de l'amour. J'ai troqué une succession contre une continuation. J'ai transformé un héritage en avenir. Et cet avenir a le visage de 6 jeunes qui apprennent, chacun à leur façon, que quelqu'un peut croire en eux. L'argent se dépense, les maisons se vendent, mais ce qu'on construit dans un cœur humain ne disparaît jamais vraiment. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire en bas. Dites-moi de quelle ville vous écrivez, et dites-moi, à ma place, qu'auriez-vous fait ?